À mes côtés, Tarek Kaye. Bonsoir à vous, Bonsoir. Tarek. Alors avant Géna, que l'on vient de voir, hein, c'était vous qui étiez l'un des envoyés spéciaux de notre chaîne pour le canal francophone, mais aussi arabophone. Vous êtes resté 2 semaines au Liban. Vous êtes, on va le voir, rendu dans différentes parties du pays, mais notamment évidemment à Beyrouth. Vous avez été témoin de ces frappes quotidiennes, récurrentes et pour certaines particulièrement intenses. On était ensemble d'ailleurs sur l'une d'entre elles qui visait à l'époque Hachem Safieddine, dont Israël annonce la confirmation, la mort ce soir. Absolument, je suis arrivé à Beyrouth 2 jours après l'assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et peut-être quelques jours après l'entrée, on peut dire, du Liban dans ce long et sombre tunnel qui avait commencé avec cette opération des pagers qui avait visé des milliers de membres du Hezbollah. Et donc à Beyrouth, cette situation et ces frappes, comme vous l'avez dit, ne s'arrêtaient pas, de nuit comme de jour, des frappes qui visaient essentiellement la banlieue sud de Beyrouth. On était basé avec Cyril Payen pas loin de cette banlieue sud, où on était vraiment témoin de ces frappes incessantes, d'une brutalité extrêmement importante et d'une intensité vraiment très forte, de nuit comme de jour, comme je le disais. Et comme vous le dites, peut-être l'une des frappes les plus importantes, c'était celle qui avait visé vraisemblablement Hachem Safieddine, le successeur pressenti de Hassan Nasrallah, où on était témoin de ces dizaines de secondes interminables d'explosions extrêmement brutales, où la nuit devenait jour à Beyrouth. On dit même que ces explosions étaient encore plus importante que celle qui avait visé Hassan Nasrallah. Il n'y a pas eu un seul jour ou une seule nuit où la banlieue sud de Beyrouth n'a pas été visée. Essentiellement, on parle de quartiers comme ceux de Haret Harik, Bouj el-Barajne, Mreije, avec ces frappes qui visent, comme le dit l'armée israélienne, des infrastructures qui appartiennent au Hezbollah, mais aussi certains bâtiments civils, on peut dire. La banlieue sud de Beyrouth est complètement vidée de ses habitants. Il y a eu une semaine de répit, de silence et de calme qui s'est imposée à la banlieue sud de Beyrouth, mais les frappes ont repris il y a à peine une semaine et qui ont visé certains quartiers qui étaient encore épargnés, comme hier le quartier de Jnah, par exemple, où l'hôpital de Rafik Hariri aurait été aussi endommagé en raison de ces frappes. Non seulement qui aurait fait 18 morts, hein, selon les Tout à fait. Non seulement la banlieue sud de Beyrouth a été touchée, mais c'est aussi le cœur même de Beyrouth qui a été touché pendant qu'on était au Liban. Je pense à 2 frappes. Une frappe à Kola, donc le quartier de Kola, pas loin de cette autoroute qui mène vers l'aéroport de Beyrouth. Une autre frappe à Bachoura, et là on est à une centaine de mètres à vol d'oiseau du Sérail, donc du siège du Premier ministre, du Parlement, du centre-ville de Beyrouth. Et d'autres frappes aussi qui auraient visé des immeubles résidentiels, en fait, où c'est justement ces frappes-là qu'on voit, où on a été sur place, et on voit qu'il s'agit vraiment de quartiers résidentiels. Et là, la personne qui aurait été ciblée, c'est Wafik Safa, donc aussi en haut gradé du Hezbollah. Mais malheureusement, ces frappes ont fait aussi beaucoup de victimes civiles. On parle de 22 personnes qui auraient trouvé la mort dans des quartiers qui étaient encore épargnés justement par les frappes israéliennes. Alors pour cette mission, vous vous êtes rendu donc à Beyrouth, on l'aura compris, mais pas uniquement dans la capitale. Vous avez pris aussi la direction du nord du Liban. Exactement. On a été avec Cyril Payen, donc que ce soit dans le nord, dans le sud ou dans la Bekaa. Dans le nord, on a été au niveau de cette frontière entre le Liban et la Syrie, et ce poste frontière, donc le poste frontière de Masna, qui relie Beyrouth à Damas. Une frappe israélienne donc a visé cette autoroute, et comme on le voit, il y a un trou béant qui empêche le passage d'un côté à l'autre de cette frontière. Ceux qui y insistent toujours et qui comptent se déplacer du Liban en Syrie font ce trajet à pied. Donc ça se fait dans des conditions très difficiles. On a vu des personnes âgées, des enfants portés avec des valises. Et ce qui est frappant, c'est que cette autoroute est toujours en l'état. C'est-à-dire que l'État libanais n'a toujours pas fait le nécessaire pour le réparer.
de crainte qu'ils ne soient bombardés ou que ceux qui se chargent de le réaménager soient la cible des frappes israéliennes. On a rencontré beaucoup de Syriens. Certains n'avaient pas mis les pieds en Syrie depuis 7 ans, 10 ans. On a également vu des Libanais qui se disaient qu'ils étaient peut-être en un lieu plus sûr en Syrie qu'au Liban. Mais justement, enfin, c'est une situation extrêmement difficile et on voit en fait, en quelque sorte, les prémices d'un blocus qui commence à se mettre en place, que ce soit par voie terrestre ou peut-être aussi par voie maritime. Oui, précisément, parce que vous êtes allé dans le sud du pays aussi, vous êtes allé à la rencontre de ces pêcheurs qui sont, eux, victimes de ce blocus maritime imposé par Israël. Exactement. Donc, on a été dans la ville de Saïda. Saïda, qui est une des principales villes au sud du Liban. Et là, depuis plus de 2 semaines, les autorités israéliennes ont imposé une sorte de blocus maritime qui empêche toute personne qui veut prendre la mer de le faire. Donc là, les principales personnes qui sont sanctionnées par cette mesure sont les pêcheurs. Leur unique gagne-pain, c'est la pêche. Et là, on parle de centaines de familles, en fait, qui se retrouvent sans rien, puisque ces pêcheurs n'ont pas le droit de prendre leur bateau. Et là, on parle de toute la zone sud, donc qui part de Saïda jusqu'à la frontière libano-israélienne, donc jusqu'à Nakora. Et c'est des situations extrêmement difficiles aussi. Il y a des témoignages très forts qu'on a recueillis des pêcheurs qui n'ont aucune aide. Ces difficultés durent depuis des semaines et sont appelées à perdurer puisqu'il n'y a aucune solution à l'horizon. Alors ça fait 1 mois maintenant que le Liban est bombardé, 1552 morts selon un décompte de l'AFP, des blessés par milliers, des centaines de milliers de déplacés. On l'a vu, une situation humanitaire, on le sait, alarmante. Vous avez pu d'ailleurs constater dans un hôpital de la vallée de la Bekaa, finalement, à quel point soigner était devenu mission impossible. Exactement. Donc on a été à Riyak dans la Bekaa et on a été dans un des principaux hôpitaux de la région qui accueille depuis des semaines beaucoup de blessés. On a été au plus près de ces blessés. On a rencontré des personnes âgées, des enfants, des adolescents. Et peut-être je vous propose d'écouter certains des témoignages qu'on a recueillis. Comment a eu lieu la frappe? C'était des missiles, des avions, des drones. Ils n'épargnent rien ni personne. Il est extrêmement difficile de voir cette fille qui était comme un papillon à la maison et qui est soudainement devenue alitée sans même pouvoir parler. J'ai foi en Dieu que ma fille pourra marcher à nouveau. Elle était arrivée à l'hôpital sans vie. Grâce à Dieu, elle a progressé. J'espère vraiment qu'elle pourra à nouveau se mettre debout et jouer. Ce patient était loin, comme il nous l'a dit, du lieu de la frappe. Il était entre 20 et 30 mètres du bâtiment visé. Il était chez lui et il a quand même perdu une jambe, un rein, une partie de l'intestin. Vous pouvez donc imaginer la force et l'intensité des missiles qui tombent sur ces maisons. Les maisons de la Bekaa sont plus petites en comparaison avec la force de ces explosions. Il ne reste plus rien de ces maisons. Si les pierres s'effritent, qu'en sera-t-il alors du corps d'un jeune de 16 ans ? Alors 1 mois de guerre, un Liban, un pays en guerre, en proie depuis des années, on le sait, à une crise économique. Très instable aussi sur le plan politique. Vous avez pu rencontrer, vous êtes entretenu avec le Premier ministre Najib Mikati. Tout à fait, Najib Mikati qui est de passage à Paris pour prendre part à la conférence internationale de soutien au Liban qui donc sera jeudi à l'invitation d'Emmanuel Macron. Nous avons rencontré cet après-midi même Najib Mikati où on s'est attardé sur les solutions en fait qui pourraient mettre un terme à cette guerre. On a beaucoup parlé de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU et je vous propose peut-être d'écouter un petit extrait de cet entretien que nous avons effectué cet après-midi. Le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à un cessez-le-feu et puis d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU et de se mettre d'accord sur la manière de la mettre en œuvre. Cela ne peut se faire que par le biais de l'État et de l'armée libanaise qui imposerait son pouvoir sur le sud du Liban. L'armée libanaise a un pouvoir limité aujourd'hui. Quels seraient les moyens de pouvoir s'appuyer sur d'autres forces comme la FINUL pour appliquer ceci le plus vite possible, pour que par la suite l'armée libanaise ait tous les pouvoirs dans le sud du Liban? C'est ce qu'on est en train d'examiner aujourd'hui.
Voilà pour cet entretien retrouvé dans son intégralité dès demain sur notre antenne. Je vous remercie beaucoup Tarek Kaye pour votre retour d'expérience. On se retrouve dans 20 minutes pour la suite.